Bonjour à tous. Bonjour, je suis Philippe Pilavonne et j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Florimond Constant. Merci. Politologue, informaticien, et je suis comédien, mime, auteur, co-auteur et professeur de théâtre et surtout donc interprète de Lorenzaccio. C'est cette conférence, Conversation citoyenne, qui est la première pour nous dans la compagnie Le Plateau Ivre. Conversation citoyenne dans le cadre de Lorenzaccio, qui est la future création de la compagnie. Il y a beaucoup de personnes qui disent l'inutilité politique du tyrannicide. Florimond, est-ce que tu serais d'accord avec ça, sur cette définition qu'un tyrannicide est politiquement inutile? Politiquement inutile, je ne sais pas, mais si on mettait en perspective l'époque de Lorenzaccio et l'époque actuelle, on pourrait voir que la société actuelle réalise le rêve d'une dictature, dans le sens où on ne peut pas vraiment réfléchir, il y a une sorte de pensée unique qui s'installe, on empêche le débat d'idées, et sans exécution, sans mettre personne en prison. Donc le côté tyrannicide, je pense que dans la société actuelle, je parle de la société française actuelle, on aurait du mal à le voir, donc à en mesurer son utilité. Il y a quand même, pas rajouter, mais préciser qu'il y a une différence entre 1536 et aujourd'hui. En 1536, Alexandre de Médicis est non pas élu par le peuple, comme aujourd'hui le président de la République de la Ve République, mais était mis en place par ces personnes-ci, par Clément VII et par Charles Quint. Charles Quint, à partir de 1515, je crois, règne sur les Pays-Bas, l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Il y a un empire très vaste, très étendu. Et au départ, le pape n'est pas forcément d'accord avec lui, mais après moult sièges de Venise, de Florence, de Rome, le pape rejoint le camp de Charles Quint, qui est contre François Ier et contre les Anglais. Et c'est ces deux personnes qui mettent en place Alexandre de Médicis en 1532. Et voilà, il y a une grande différence entre ces temps de la Renaissance et le temps actuel. Bien sûr, et la différence, c'est que maintenant que les hommes politiques sont élus, ils ont des responsabilités et devraient être exemplaires. Or, j'ai le chiffre de Philippe Pascaud, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si certains connaissent Philippe Pascaud, qui est l'ancien maire adjoint d'Evry, qui a écrit Délit d'élu, pilleur d'État, Délit d'élu tome 2, et qui explique que 30% des élus ou sénateurs sont inquiétés par une affaire judiciaire ou inquiétés par le fisc. Ces gens-là ne sont jamais condamnés. Ils sont inquiétés, finalement ça se terminera soit par un non-lieu, ils sont intouchables. J'ai un autre chiffre d'Ivan Stefanovic, qui est 50 sénateurs qui travaillent sur 348. Les autres ne viennent que 3 ou 4 fois par mois. Donc cette exemplarité, ce côté aussi intouchable, on le retrouve un peu dans le parcours, puisque c'est là que se lient les premiers réseaux. C'est souvent un parcours, ce sont souvent des gens qui ont 18-19 ans, qui sont convaincus, qui veulent faire changer les choses, qui sont habités par certaines idéologies sans doute nobles, qui commencent par Sciences Po puis l'ENA, qui visent le concours inspection des finances, Cour des comptes ou Conseil d'État, donc la meilleure place possible, en ayant fait des stages dans les cabinets, des stages dans les assemblées, dans les ambassades, et finalement ils restent en vase clos, sans avoir une véritable conscience des réalités du reste de la population. Et ces gens-là n'arrivent pas à gouverner, à utiliser le pouvoir d'une manière finalement efficace. J'ai pour exemple, on va prendre l'exemple de la loi Sapin II contre les lanceurs d'alerte, pour protéger les lanceurs d'alerte. Donc cette loi Sapin II, elle stipule que si un salarié remonte une alerte, il doit d'abord la remonter à son N+1,
Puis si le n+1 n'a aucune réaction, le remonter à son n+2. En général, son supérieur, exactement, pardon, supérieur hiérarchique. Le supérieur hiérarchique numéro 1, premier niveau, et numéro 2, deuxième niveau, si pas de réaction. Or, on l'a vu avec Stéphanie Gibault pour l'affaire de la banque UBS, qui a dénoncé des dysfonctionnements dans la banque UBS, qui n'avait pas le droit de faire des affaires en Suisse, mais qui a pris le droit quand même. Et donc c'est elle qui, en voyant cette loi-là, dit que de toute manière, ça ne peut pas être efficace parce qu'on ne prend pas en compte ce qu'est vraiment un lanceur d'alerte. On fait des lois plutôt pour plaire à l'opinion, pour plaire à son électorat d'ailleurs, plutôt que plaire à l'opinion. Et finalement, ces lois ne seront pas efficaces. Pourquoi? Parce que quand il y a une alerte, en règle générale, la direction est au courant d'un dysfonctionnement. Pour l'exemple UBS, ils étaient au courant. J'avais vu un débat justement sur la chaîne parlementaire entre des jeunes, un jeune du Parti Socialiste, un jeune des Républicains, un jeune du Dupont-Aignan de mémoire, et un quatrième qui faisait de la politique mais qui n'était pas encarté. Et le débat, c'était exactement la même rhétorique, les mêmes arguments que leurs aînés. Ça veut dire que ces gens-là sont jeunes sur l'écran, mais leur idéologie et finalement leurs idées sont déjà périmées. Et ça, c'est un peu dramatique s'il n'y a pas non plus de renouvellement et de respiration dans la classe politique. On se rend compte que la classe politique qui arrive sera la même que celle qu'on a actuellement. Mais en quoi, aujourd'hui, il y a une tyrannie? Parce que en 1536, la tyrannie du duc Alexandre est quand même très affirmée. Qui reprend les définitions de la tyrannie, c'est un pouvoir absolu, exercé par un tyran. C'est un gouvernement despotique et cruel. Et le tyran, c'est quelqu'un qui a pris le pouvoir de force. Voilà. Et aujourd'hui, alors là, en 1536, le pouvoir n'était pas pris de force, mais il y avait un gouvernant qui, s'il avait une opposition, il pouvait soit les pendre, soit les bannir. Ils étaient bannis pendant 3 ans, et tous les 3 ans, ils étaient obligés de changer de lieu. Imaginons que les bannis de Florence vont sur Rome, ils reconstruisent leur vie à Rome, reconstruisent leur économie à Rome, et 3 ans plus tard, ils sont chassés de Rome pour partir sur, imaginons, Venise. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément ça. Non, c'est notre forme de tyrannie, c'était l'introduction de mon propos, dans le sens où maintenant ça va être une tyrannie de la pensée, une tyrannie du débat, mais pas une tyrannie dans le sens où il n'y a pas de génocide, il n'y a pas d'exécution, je parle évidemment en France, il n'y a pas de mise en prison d'opposants politiques, donc c'est pas du tout la même forme de tyrannie, ça c'est clair. Il y a l'injustice, là qu'on voit dans la définition. L'injustice, ça c'est une constante. La manière d'exercer un peu cette tyrannie, c'est Gérard Filoche, donc, qui est un député Parti Socialiste, qui alors, on aime ou on n'aime pas, c'est pas trop la question. La question, c'est qu'il dénonçait pendant 5 ans les dérives du Parti Socialiste, qui étaient plutôt de droite, qui faisaient plutôt une politique de droite. Donc lui restait sur un certain parti socialiste avec des idéologies Jaurès, des idéologies qui lui appartiennent. Mais il avait sa vraie légitimité au Parti socialiste. Et Gérard Filoche a voulu se présenter à la primaire de la Belle Alliance, donc, primaire du Parti socialiste. Et Gérard Filoche en a été empêché parce que, alors soi-disant pour faute de parrainage, alors que là où Jean-Luc Benamias, que personne ne connaît, qui est seulement l'ami de Jean-Vincent Placet, mais qui n'est pas légitime, plus légitime en tout cas que Gérard Filoche, a lui comme par hasard ses parrainages. Et à côté, on a 4 anciens ministres de François Hollande. Donc ce schéma tyrannique, c'est que finalement, il n'y a pas de violence, il n'y a même pas de cruauté, peut-être pour Gérard Filoche, mais derrière, on a cette fois cette pensée unique où ce sont 4 anciens ministres de François Hollande qui vont concourir pour finalement être le poulain du Parti Socialiste. Et malgré tout, donc, pendant la campagne, on a vu la campagne des primaires de la droite, où même François Fillon et Nicolas Sarkozy se disaient anti-système, alors qu'ils ont gouverné pendant 5 ans.
Ils l'ont dit. Il y a Emmanuel Macron, qui alors lui, il est assez intéressant à étudier, puisque lui, il n'est pas vraiment de droite ou de gauche. Donc il a le parcours classique Sciences Po, ENA, puis Rothschild. Ça, c'est un petit plus, c'est autre chose. Et qui finalement, par la connaissance de Jacques Attali, qui est une personne assez influente dans la politique française, a pu avoir l'oreille du président de la République qui l'a nommé ministre de l'économie pendant 2 ans. Donc Emmanuel Macron, finalement, sort du gouvernement, se présente comme anti-système. Pourquoi pas, donc ni de droite ni de gauche, ce qui poserait aussi un problème s'il était élu avec quelle assemblée, parce que les élections les plus importantes sont aussi les élections législatives, le Parlement, pas seulement la présidentielle. Et si lui est hors parti, enfin bref. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel Macron a une société pour faire sa campagne, sa communication, se repose sur une société du start-up dans le big data qui s'appelle Proxem, et qui est une société qui analyse où sont ses électeurs, qu'est-ce qu'ils doivent dire, qu'est-ce qu'ils veulent entendre, quand est-ce qu'ils pourraient voter, etc. Donc on a vraiment en Emmanuel Macron, qui parle souvent plus de la French Tech, de l'évolution technologique, etc., on a vraiment une sorte d'intelligence artificielle, mais sans intelligence. Fabrice Epelboin, je ne sais pas si vous connaissez Fabrice Epelboin, dirait que c'est le syndrome du dealer. Tu connais Fabrice Epelboin? Non. Un informaticien qui a dû partir de France parce qu'il y a eu toute une campagne contre lui qui s'est déployée par un assistant du cabinet de François Hollande. Et donc il est exilé là en Tunisie. Et il appelle ça le syndrome du dealer, où on donne aux gens ce qu'ils attendent. Est-ce que tu serais d'accord avec la définition de Alain, sur le 3e point, que les gens qui gouvernent sont des gens qui veulent gouverner les autres, et donc qui sont les pires dans la mentalité de notre espèce? Ils ont un certain cynisme. Parce qu'ils gouvernent. Ils gouvernent par l'émotion. Et ils profitent d'événements comme un attentat pour faire leur masque, leur plus belle tristesse, et derrière continuer à alimenter cette stratégie, ce clivage entre la population. Cette stratégie qui consiste à opposer les classes entre elles, à opposer certaines croyances religieuses entre elles, les fonctionnaires avec le privé. Donc ils ont ce cynisme, cette cruauté, dans le sens où il y avait cette phrase qui a été dite après l'attentat du Bataclan, qui disait vos guerres, nos morts. Et c'est vrai que eux sont protégés ils sont protégés de nos risques finalement rien. À instrumentaliser la violence, à instrumentaliser une certaine défiance inhérente à la population, qui va derrière leur profiter à eux, puisqu'ils vont se poser en solution, en disant écoutez, si nous ne sommes pas là, nous sommes là, si nous ne sommes pas là, ça sera pire. Nous sommes là pour garantir votre sécurité. Donc oui, un certain cynisme qui a dénoncé. Et on ne peut pas les tuer comme Alexandre de Médicis a été tué par Lorenzo. Alexandre de Médicis, je ne veux pas les tuer, mais je dis simplement que Alexandre de Médicis était protégé, lui, par toute la garde de Charles Quint. Il était défendu par l'armée allemande de Charles Quint à Florence. Et le mâle, son meurtrier, son assassin, est arrivé de l'intérieur du palais. C'était son cousin, c'était son entremetteur, car Alexandre de Médicis était un coureur de jupons. Alors, les tuer, je ne pense pas que ce soit la solution. Par contre, hacker le système, dans le sens bypasser ce système politique,
Oui, ça c'est possible et envisageable. En fin de chaque chapitre, on ouvre la conversation avec vous, avec la salle. Il y a Manon, que j'ai omis de vous présenter, en rouge, donc elle est reconnaissable. Elle a un micro et elle peut vous apporter le micro pour que vous parliez bien dedans et qu'on vous entende bien tous. Si vous avez envie de poser une question, une envie de... Ou si elle vous pose une question elle-même. Ou si Manon, tu veux, t'as le droit aussi, Manon, Oui, bien t'es sûr. pas obligé de véhiculer simplement le micro, tu peux aussi parler. Est-ce que d'abord quelqu'un a une question? Oui, monsieur. Ça va bien. Bonjour. Bonjour. Donc, votre exposé était assez intéressant. Quand vous nous exprimez ce qui était un peu surprenant dans les mots, mais sur le fond, c'est pas mal qu'aujourd'hui les gens sont tyranniques. Je n'avais pas compris que tous nos présidents étaient tyranniques parce qu'il me semblait que l'Assemblée nationale avait un rôle à jouer. Mais j'ai bien compris ce que vous vouliez dire. Est-ce que c'est ça qui explique que, du coup, aujourd'hui, on a la montée des extrémistes comme Donald Trump aux États-Unis, peut-être en Europe aussi? Ça légitime ce ras-le-bol anti-système, parce qu'effectivement, Sarko et tous ne sont pas vraiment anti-système, mais Donald Trump ou Mme Le Pen se présentent un peu comme anti-système, et il y a pas mal de gens, d'électeurs derrière, qui sont contre ce système. Donc ça veut dire qu'il a une véritable raison d'être pour justifier ça. Alors, Je ne dis pas que vous justifiez Mme Le Pen, mais le ras-le-bol des gens anti-système. J'avais bien compris. Merci. Alors, le Front National, c'est un peu la couleuvre, dans le sens où, là aussi, c'est encore un instrument du système pour expliquer nous serons toujours mieux que le Front National, ou donc continuer à voter pour nous. Et finalement, le but, d'ailleurs, que ce soit du candidat Parti Socialiste, Républicain ou d'Emmanuel Macron, c'est d'être au deuxième tour face au Front National. Parce qu'il sait qu'il passera qu'au pire, je parle en France, aux États-Unis c'est un peu différent, mais en France en tout cas, le Front National ne passera pas sur ces prochaines élections. Donc, alors, légitimer, par contre, ce qui est intéressant dans la partie de votre question, c'est effectivement se représenter anti-système. Or, Marine Le Pen et le Front National, c'est un parti qui fonctionne de manière monarchique, avec, alors là, cette fois, c'est héréditaire, pas de droit divin, mais de droit familial, où il y a des structures, et on ne peut pas accéder aux postes les plus hauts si on n'est pas le gendre, l'oncle, le neveu, l'ami de la présidente ou de sa famille. Donc c'est pas, il se présente effectivement comme anti-système. Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, et maintenant même Emmanuel Macron, tous pendant la primaire de l'UM des Républicains, tous, à part Alain Juppé, disaient qu'ils étaient anti-système. Même Nathalie Kosciusko-Morizet l'a dit, et Bruno Le Maire, ils étaient tous, ils ont surfé. En fait, ils fonctionnent en écoutant les opinions, en lisant les opinions les grandes opinions de la presse. Effectivement, ils voient que le mot anti-système, c'est un mot qui revient à la mode. Donc ils vont faire un beau petit site internet pour expliquer que, attention, il y a des théories du complot, donc c'est nous qui avons la vérité, le reste est du complot. Si vous posez une question, demandez-nous à nous on sait, sinon c'est du complot. N'allez pas chercher plus loin, n'allez pas chercher trop loin. Et par contre, nous on est anti-système en même temps. Donc, mais est-ce que l'Assemblée fait bien son rôle du pouvoir justement d'Assemblée? Parce que quand ils sont là, ça peut arriver. Mais l'ennui, c'est que même s'ils font leur rôle, pour le coup, bon, donc on a dit la statistique des 30% qui sont inquiétés par la justice. Donc déjà, ils ont tous un compte à rendre à un autre. Ils ont des renvois d'ascenseur. De mémoire, l'audition de Jérémy Zimmerman en 2014 concernant les libertés individuelles, la censure sur Internet justement. Jérémy Zimmerman a été auditionné pendant une demi-heure par le Sénat. Alors déjà, ils étaient donc, sur les 348, bon, ils n'ont pas obligé de tous être là, mais enfin là, ils étaient 10, sur un sujet quand même important, puisque c'était les libertés individuelles. C'était aussi ce qui a été après la censure sur Internet et les opérations, le Patriot Act à la française.
Jérémy Zimmerman a fait un exposé brillant. Il expliquait pourquoi et comment la censure ne pouvait pas marcher, la censure telle qu'il la mettait en place ne pouvait pas marcher sur Internet, pourquoi et comment il y avait... Qu'est-ce qu'était Internet? Déjà, il fallait leur expliquer qu'est-ce qu'était Internet, c'était pas seulement le web, c'était Internet, c'est même ce qu'ils appellent le Darknet, c'est aussi Internet. Et les pauvres sénateurs, ils étaient sans doute très de bonne volonté, ceux qui étaient là, mais ils n'ont rien compris. Et finalement, la loi est passée, et son audition n'a servi à rien. Depuis, il est parti lui aussi en Allemagne. Et donc, c'est assez souvent ce décalage entre les élites et le reste de la population. Et ils vont demander des moratoires. Il y a eu des moratoires ou des rapports, comme le rapport sur le rapport, le Parti Socialiste a demandé en 2012-2013, je crois, le rapport sur le travail fait par M. Gallois. Le rapport il peut faire 200, 300, 400 pages, il ne sera même pas lu, il sera archivé. Il sera archivé, ça aussi Philippe Pascal disait que ça se passait comme ça, ils voient le petit document arriver, ils le mettent dans une poubelle, ils l'archivent quand même, ils sont sympathiques. Si quelqu'un veut faire une thèse dessus 2 ou 3 ans après, ils ne se sont pas servis, qui est pourtant la base dans n'importe quelle société, de se servir de l'environnement et des gens qui connaissent, des gens qui font les choses, et ben on ne se sert pas de leur expérience, on ne se sert pas de leur savoir pour faire évoluer les choses. J'ai juste une question complémentaire, entre guillemets, sur la définition du mot pouvoir. Vous avez dit, il me semblait, je n'ai pas entendu le mot pouvoir économique et financier. Quand on voit aujourd'hui dans le monde que vous avez 60 personnes qui détiennent la moitié de la fortune de la planète, c'est quand même quelque chose. Moi, je vois ça depuis 4 décennies. Il y a de plus en plus de pauvres, de gens qui rament. On va rentrer dans ce que l'on sait depuis des décennies. Et moi, ce qui m'intéresse dans l'exposé aujourd'hui, c'est comment faire pour se débarrasser ou mettre à mal la finance. Alors, c'est une bonne introduction sur le chapitre suivant. Et c'est ça finalement, qu'il faut de toute façon casser. Oui, ouais. Alors, il y aura effectivement sur les 3 autres chapitres, non, merci. On va peut-être rappeler aussi que sur les 3 autres chapitres, il y aura le pouvoir dans le monde, chapitre qu'on va Le 2e chapitre, aborder, le 3e les contre-pouvoirs, et le 4e, les solutions et l'évolution. Sur le chapitre suivant, qui est donc le pouvoir dans le monde, je propose d'entamer, qu'on va entamer en se basant sur la théorie de Samuel Huntington et du choc des civilisations, qui avait repris une ancienne théorie de Lewis de mémoire en 1960, qui détaillait, qui découpait le monde en plusieurs civilisations. Donc c'était à l'époque du bloc URSS, avant 1991, donc il y avait le bloc occidental, le bloc russe. Maintenant, cette carte, elle est ce qu'elle est. Elle est plus d'actualité, mais si on la remet en perspective avec un bloc chinois, un bloc donc russe, un bloc occidental, un bloc Moyen-Orient, parfois justement lié par des intérêts économiques, d'autres fois des intérêts de civilisation, d'autres fois des intérêts historiques. On voit que chaque civilisation on nous explique que chaque civilisation suit 7 différents âges: soupe, gestation, expansion, conflit, empire universel, déclin et invasion. Alors là, j'aimerais m'intéresser surtout sur l'empire universel, puisque si j'ai introduit sur les blocs de civilisation, c'est aussi qu'actuellement l'empire qui s'impose, c'est l'empire occidental, c'est l'empire de l'Occident. Il s'imposait d'une manière un peu différente des empires historiques, soit l'empire romain, l'empire mongol. Il s'imposait différemment dans le sens où l'Occident, il y a 100 ans, c'était surtout le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Et ces 3 puissances ont décliné. Et finalement, l'Occident est encore le maître du monde, entre guillemets, mais grâce aux États-Unis. Grâce aux États-Unis, donc c'est les États-Unis qui ont finalement repris le lead, qui ont repris
la main sur l'ordre mondial. Et pour ce faire, ils ont utilisé 6 applications, l'Occident a utilisé 6 applications décisives, qui sont la concurrence, la science, la propriété, la médecine et la consommation. Donc, et le travail. Et donc, ces applications, la propriété, ça s'est matérialisé pour les États-Unis lorsque au 15e siècle, 15-16e siècle, il y a l'Amérique, toute l'Amérique, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Il y avait en Amérique du Sud les conquistadors qui, eux, arrivaient pour exploiter l'or des autochtones, mais ne voulaient pas s'approprier le territoire. A l'inverse, les anglo-saxons ont envoyé des pionniers vivre le rêve américain en leur disant « Vous n'aurez pas de réussite, vous n'avez plus de possibilité de réussir au Royaume-Uni, mais par contre, vous avez un nouveau pays où vous pourrez réussir. » Et ils se sont comme ça appropriés les États-Unis, qui ensuite sont devenus indépendants, se sont séparés du joug anglais. Donc la manière d'avoir instauré comme ça le côté propriété a fait qu'en Amérique du Nord, on a les États-Unis, et en Amérique du Sud, on garde le Venezuela, on garde la Bolivie, on a d'autres pays. Chaque évolution de civilisation se fait grâce aux sciences. Bon, ça c'est pas vraiment à prouver. Les scientifiques sont plutôt occidentaux. Je pense à Galilée, Einstein, Schrödinger. On peut en citer beaucoup, mais c'est une grande mainmise des scientifiques occidentaux. Et à l'inverse, à l'époque où la civilisation arabe était plus évoluée, à l'époque d'Averroès, là, les premiers médecins, il y avait une médecine beaucoup plus évoluée dans cette partie du monde, et c'est eux plutôt qui étaient en avance sur la civilisation qui allait devenir l'Occident. L'autre application décisive, c'est la consommation, c'est-à-dire créer un besoin, et aussi une propagande de masse. C'est une propagande de masse, c'est Édouard Bernays, qui était le neveu de Sigmund Freud, qui l'a très très bien décrit dans un petit livre qui s'appelle Propaganda, que je vous conseille, 160 pages, et il explique comment créer un besoin vis-à-vis d'une population. Et cette création de besoin se fait, j'ai un petit exemple, c'est à l'époque de la guerre froide, donc il y avait d'un côté évidemment les USA, de l'autre côté l'URSS, et des deux côtés il y avait le jean. Le jean c'était un peu le symbole. Il y avait un jean fait par un russe, l'équivalent du jean en russe, et équivalent américain. Sauf que le côté américain était bien vendu, on le voyait dans les films, dans les affiches, et derrière, celui qui est resté, c'est le jean américain, c'est-à-dire que même les Russes achetaient finalement les jeans américains. Ça s'est passé de la même manière sur les costumes. Sur les costumes, où l'Occident a imposé sa façon de s'habiller. Les 7 sœurs, ce sont 7 compagnies pétrolières du XXe siècle. Il y a Exxon, Standard Oil, BP, Gulf, Texaco. Et en 1928, à Canary, 3 de ces 7 sœurs, donc qui n'étaient pas seulement américaines, on avait la Standard Oil de John Rockefeller, on avait Shell de Deterding, Hollande, et BP, qui est Sir John Cadman, qui était British Petroleum, qui était anglais. Et ces 3 personnes ont mis sur la table à Canary en 1928 la carte du monde, et suivant les ressources pétrolières, ils se sont partagés les ressources pétrolières là où elles existaient avec une clause de non-concurrence. C'est-à-dire que si Exxon était quelque part, enfin si Standard Oil, qui allait après devenir Exxon, était quelque part, il n'y avait pas d'attaque. Et il le faisait en passant outre les civilisations qui étaient sur le terrain. Il y a eu 2
facteur important, il y a eu le facteur énergétique et le facteur aussi financier, on en a parlé tout à l'heure. Facteur financier, il y avait un autre... facteur financier, à l'origine, John Stuart Mill ou Adam Smith n'ont pas pensé le libéralisme pour qu'il y ait les inégalités actuelles. Les inégalités actuelles, c'est en 1979, le 0,1% supérieur le plus riche possède 50 fois plus que les 90% les plus pauvres. Ça, c'était en 1979. Et en 2010, c'est 164 fois, il possède 164 fois plus. Passer de 50 fois plus à 164 fois. Depuis 30 ans, le revenu des 90% inférieurs a augmenté de 15%, le pourcent supérieur, c'est 150%. Donc ils ont effectivement créé un besoin, ils ont créé la monnaie comme moyen de paiement et rapport social, et l'argent comme objet de désir, finalement. Et puisque maintenant, plus qu'une religion, les gens peuvent être plus facilement instrumentalisés et vivre selon les moyens, la consommation, selon le matérialisme, selon ce qu'ils possèdent. Avant 1971, le dollar, puisque 60% des transactions sont faites en dollars, donc on revient sur le dollar, on revient sur les États-Unis. Donc avant 1971, le dollar était indexé sur l'or, c'est-à-dire du réel, quelque chose de concret. En 1971, Richard Nixon a indexé l'argent sur le pétrole, qui est purement spéculatif, puisqu'on ne peut pas, on ne quantifie pas vraiment le pétrole. On revient au pétrole, on revient à l'énergie, on revient au secteur. Et à partir de ce moment-là, l'argent est devenu virtuel. Il y a eu des produits financiers, les fonds de pension, tout ce qu'on connaît, tellement virtuel qu'actuellement, quand on possède, si vous avez 10 euros dans votre portefeuille, physiquement, réellement, il n'y a que 0,70 centimes d'euros. Le reste, c'est purement spéculatif. C'est-à-dire que si tout le monde voulait reprendre son argent, ce qu'avait proposé Eric Cantona à une époque, le système ne veut pas rendre l'argent des gens. Les transactions s'effectuent en dollars, mais les amendes aussi s'effectuent en dollars. Et les amendes, c'est souvent des amendes du gouvernement américain contre des établissements ou des entreprises européennes. On prend l'exemple de la Deutsche Bank. La Deutsche Bank, qui, comme son nom l'indique, est une banque européenne allemande, qui a été accusée par le gouvernement américain d'avoir fauté pendant la crise des subprimes, qui était en 2008, 2007-2008, ce que à peu près toutes les banques ont fait, y compris évidemment la JP Morgan et Goldman Sachs, mais ont été accusés. 14 milliards de dollars d'amende, négociés à 7 milliards que la Deutsche Bank devra payer. La Deutsche Bank devra payer au gouvernement américain. On a l'exemple de BNP. À l'époque, en 2009, quand l'Iran était sous embargo américain, on revient, sous embargo américain, la BNP a été sur des marchés iraniens et a été condamnée par le gouvernement américain à 9 milliards de dollars à payer. Pour rester sur le terme pouvoir et Wall Street, on va revenir sur on a parlé tout à l'heure de Donald Trump. Effectivement, Donald Trump, on nous l'a vendu encore comme un candidat anti-système et un candidat anti-Wall Street. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui est anti-Wall Street ne peut pas être président des États-Unis d'Amérique. Bernie Sanders venait du mouvement Occupy Wall Street, il aurait pu être président. Le Parti démocrate a fait en sorte que Hillary Clinton soit élue pour être contre Donald Trump, et Donald Trump finalement a gagné. Puisque après, pour Wall Street, pour l'establishment, que ce soit Donald Trump ou Hillary Clinton, c'était la même chose. Sauf que Donald Trump, pendant sa campagne, et quand tout le monde expliquait que Donald Trump était anti-Wall Street, anti-argent, anti tout ce que vous voulez, il a quand même eu cette phrase, c'est la dette, je la connais très bien, j'en suis le roi. Cette phrase, ça signifiait que la dette, il la connaissait très bien, et surtout, il savait comment elle fonctionnait, et il l'a utilisée pour monter son empire. Quand on lui demande ses relevés d'impôts, ou tout ce qu'on veut, sur ses justifications financières, il ne le donne pas. Il nomme l'équipe que vous voyez ici,
qui sont des anciens de Goldman Sachs, donc qui est la plus grande banque américaine. La deuxième, c'est JP Morgan, une grande banque qui vient d'une famille WASPs du 19e siècle. Pour la petite histoire, ils n'ont pas de personne au gouvernement. Mais ce qui est intéressant dans ce gouvernement, c'est Steven Munch, un ancien de Goldman Sachs, qui devient ministre de l'économie. Jay Clayton, qui est l'ancien avocat de Wall Street, qui devient le gendarme de la bourse américaine. C'est-à-dire que c'est lui qui va devoir réguler, c'est lui qui va être en charge de réguler la bourse américaine. Donc autant dire que maintenant, ça va devenir les indicateurs qui pouvaient empêcher justement certaines dérives, c'est terminé. On a aussi Rex Tillerson, qui est l'ancien PDG d'Exxon, qui a démissionné récemment. Pourquoi Exxon? C'est une des 7 sœurs. Donc on voit ce cercle vicieux, on voit que l'empire occidental, non seulement on a vu sa genèse, mais on a vu qu'il se porte encore très bien, et que derrière, tout ce qui est régulation, tout ce qui est contre-pouvoir, ça va être très 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 difficile. Dernier outil, c'est l'outil CIA, quand même, un petit peu en parler, l'outil CIA, qui a permis aux États-Unis aussi de s'imposer dans des pays étrangers. C'est assez simple à comprendre, c'est que souvent les États-Unis ont besoin d'une ressource, ont besoin de mettre un pays sous tutelle entre guillemets, mais ils ne colonisent pas dans le sens où ils n'envoient pas l'armée pour coloniser et pour derrière gouverner. Non, c'est un petit peu plus subtil. Un peu comme l'Empire romain. Sauf que l'Empire romain, derrière, il allait coloniser, et derrière, il laissait les civilisations un peu s'exprimer, un peu avoir leur religion, leur croyance. Alors que là, pour les Américains, ils ont besoin de changer, le gouvernement à la tête. Ils mettent quand même quelqu'un qui est formaté, quelqu'un qui est qui va dans leurs intérêts. Donc pour le coup, c'était Pinochet, voilà, Pinochet après Salvatore Allende. Il y a aussi l'époque plus récente du 11 septembre. Donc le 11 septembre qui a été perpétré par une dizaine de Saoudiens, orchestré par Oussama Ben Laden, qui à l'époque du soutien du djihad en Afghanistan était un agent. Alors c'était pas un agent dans le sens qu'il n'avait pas passé les tests d'entretien à la CIA, mais c'était un agent extérieur qui avait des contacts avec la CIA pour lutter contre la Russie, enfin l'URSS, puisque en Afghanistan c'était la Russie qui y était à l'époque. Donc Oussama Ben Laden est devenu ensuite, après le 11 septembre, c'est devenu l'homme à abattre. Il a été abattu. C'était un Saoudien lui aussi. Il était au Yémen, au Pakistan, en Afghanistan. Et finalement, après le 11 septembre, le pays qui a été envahi, qui a été inquiété militairement, c'est l'Afghanistan. Oui, Oussama Ben Laden, comme Lorenzo de Médicis, a été mis dans la mer et Lorenzo dans une lagune. Il n'y a pas de sépulture. Non, finalement, l'intervention en Afghanistan, on se rend compte facilement, au-delà du fait que le 11 septembre, il y ait 3 tours qui soient écroulés alors que seuls 2 ont été touchés, mais ça c'est autre chose. Mais on se rend compte quand même que intervenir en Afghanistan, il y avait d'autres enjeux. Il y avait d'autres enjeux, comme en 2003, lorsque les boys sont allés en Irak pour empêcher des armes de destruction massive qu'ils n'ont finalement jamais trouvé. C'était plutôt pour faire chuter Saddam Hussein, qui, pour la petite histoire, Saddam Hussein, à une certaine époque, avait des liens assez étroits avec Jacques Chirac, et il avait proposé à Jacques Chirac que les transactions pétrolières, l'Irak étant la quatrième ressource pétrolière dans le monde, il avait proposé à Jacques Chirac que cette ressource pétrolière il y ait des transactions en euros, donc, pour briser l'hégémonie du dollar. Et finalement, derrière, il y a eu l'intervention américaine en 2003. Des questions, des expressions. Moi, du coup, j'en ai une. Finalement, en gros, ça signifierait que les banques possèdent le pouvoir financier et nous, par là, on n'a aucun pouvoir. Et est-ce que finalement, si tous les citoyens venaient à retirer leur argent des banques, qu'est-ce que ça signifierait pour elles derrière?
C'est une bonne... c'est une idée qui plairait à Eric Cantona, hein, c'est bien, puisqu'il y avait pensé. Alors, il y aurait un effet de panique, pour le coup, du système financier. Mais alors, là, ça pose une autre question. La question, c'est est-ce que les gens penseraient à retirer leur argent, mais dire oui, alors j'attends que tu le fasses, et ensuite, si tu vas, je te suis. Bon. Ou est-ce que vraiment, on aurait même pas 50 millions, on aurait 8-9 millions de personnes, je parle en France, qui seraient vraiment déterminées à dire allez, on demande, cette fois c'est fini, on clone nos épargnes, on prend 8-9 millions de personnes. Là, c'est l'effondrement du système bancaire tel qu'on le connaît. Français, mondial? Français puis mondial, puisque derrière il y a trop d'intérêts. Il y a trop d'intérêts liés. Les banques se connaissent, ils ont des produits, qui se vendent entre eux, qui fabriquent entre eux. Sachant quand même, tout de même, parce qu'ils ont anticipé ça, ils sont pas bêtes là-dessus, c'est qu'ils ont anticipé, je sais pas si c'est avant ou après Eric Cantona, mais en tout cas, ils ont anticipé le fait que tout le monde veut reprendre son argent. Donc si vraiment tout le monde voulait reprendre leur argent, les banques ont le droit de refuser. Au-delà de 100 000 euros, la banque a le droit de prendre tout ce qui est au-dessus de 100 000 euros. Et la deuxième chose, qui est le gel des taux d'intérêt et aussi de l'avoir des assurances vie des Français. Si la loi Sapin 2, d'après ce que j'ai compris, interdit aux détenteurs d'un plan d'assurance vie de retirer pendant au moins 6 mois un montant quel qu'il soit, si les taux d'intérêt montent trop haut. Donc effectivement, voilà. Ça rejoint ce que vous dites, les 100 000 euros, là, on n'a pas le droit de les retirer, ou même si vous avez un plan à 50 000 euros, vous voulez le retirer, bah, vous ne pourrez pas le retirer comme ça. Comme d'habitude, c'est passé en catimini. En juillet, c'est ça? En juillet 2000. Mais voilà. En général, ce genre de loi, c'est une constante, c'est plutôt au mois de juillet, à Noël, pendant les vacances. Oui, pendant les vacances, et puis surtout les médias ne relayent pas trop. Hein. Vous lisez Le Monde, vous le voyez, mais sur France Inter, on n'entend pas des masses, Europe 1 non plus, RTL non plus. Hein. Les médias ne font pas leur boulot comme d'habitude, presque. C'est très bien parce que c'est encore une deuxième transition. Hein. Une deuxième transition. Le prochain chapitre, ça sera contre-pouvoir. Hein. Donc c'est très bonne. On a un devin dans la salle, c'est bien. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée, pas le projet, mais encore l'idée, de généraliser le porte-monnaie électronique, et auquel cas il n'y aurait plus d'argent papier, donc il n'y a plus de possibilité de retirer aucun argent? Oui, sous prétexte de lutter contre la corruption. Oui, parce qu'il y a souvent, en plus, ils embellissent, ils enjolivent en disant bon, le cash, c'est mal, c'est mauvais, donc on va tout démonétiser. Alors, oui, mais comme la corruption, on l'a vu rapidement tout à l'heure, leur profite aussi à eux, pour l'instant, il y a encore un petit délai. Quand ils ont trouvé s'ils ont trouvé des techniques, comment profiter et comment effectivement faire de la corruption sans que ce soit traçable, et que ça puisse être fait de manière dématérialisée, oui, là ça peut passer. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, les chiffres de la drogue, justement, avec à l'époque, en 1991, il me semble, ou 93, l'époque drogue contre armes au Nicaragua, où le chiffre d'affaires, je ne vais pas dire de bêtises, mais donc c'était entre les États-Unis et le Nicaragua. Les États-Unis voulaient renverser le gouvernement du Nicaragua, voulaient faire perdurer la junte au pouvoir, l'un des deux, et il leur envoyait les armes, et le gouvernement américain recevait via la CIA des kilos de drogue avec un chiffre d'affaires c'était à plusieurs dizaines de milliards par an. Un chiffre d'affaires extraordinaire qui a coûté la vie à Gary Webb, ou Howard Webb, le journaliste qui a investigué sur cette histoire. Et pour la petite histoire, la CIA avait publié un démenti en disant effectivement nous avons été responsables de cette politique de drogue contre armes, mais ils l'ont publié le jour où l'affaire Bill Clinton, Monica Lewinsky est sortie. D'ailleurs,
ça peut faire un parallèle aussi avec Lorenzaccio. Les histoires de cul masquent les histoires politiques et les problèmes de fric et des échanges un peu malsains et en sous-main. Oui, absolument, parce que les Médicis sont au départ au pouvoir, mais se consolident avec la banque des Médicis. Et ils deviennent, à partir de 1420 environ, les banquiers du pape. Et pour détourner les yeux du peuple, il y a absolument les frasques d'Alexandre de Médicis et le déshonneur qu'il fait aux familles nobles, toutes les femmes nobles doivent passer dans son lit. Les contre-pouvoirs, effectivement. Alors, on va commencer par cette phrase de Pierre Lévy, un philosophe canadien que je vous conseille également, qui a écrit notamment Cyberdémocratie et l'intelligence collective, philosophe canadien, qui explique que c'est en désertant le pouvoir plutôt qu'en le combattant qu'on le fait reculer. Alors, déserter ne veut évidemment pas dire abandonner. Ça ne veut pas dire abandonner quelques combats, ça ne veut pas dire les laisser dans le pouvoir et les subir, mais c'est simplement changer cette mentalité de vouloir absolument le pouvoir pour le pouvoir, pas vouloir le pouvoir pour aider ou dans un but collectif, ce qui peut être noble, mais vouloir le pouvoir pour asseoir une certaine domination après financière, domination intellectuelle ou autre, sur autrui. Alors, déjà un petit aparté pour signaler que les contre-pouvoirs ont souvent fait des victimes, puisque ceux au XXe siècle qui ont lutté contre les pouvoirs, et même parfois à l'intérieur du pouvoir occidental, pensez à John Fitzgerald Kennedy, ont été assassinés au bout de 3 ans, puisqu'il avait lutté contre le pouvoir, il avait voulu lutter contre la souveraineté des banques, puisqu'il avait senti venir ce que Nixon allait laisser passer. Il avait senti venir, il voulait empêcher cette dérégulation. Il voulait en plus, il s'était mis la mafia à dos, puisque la mafia, on l'a vu un petit peu avec la drogue, mais entre mafia et agence du gouvernement, c'est souvent beaucoup plus étroit qu'on peut le penser. Il y avait en plus le lobby de l'armement, le lobby militaire. Donc il s'était mis un petit peu tout le monde à dos, avec son frère Robert Kennedy, qui était quelqu'un qui voulait absolument une justice, une vraie justice. Donc il avait toutes les armes pour se faire tuer, et il s'est fait tuer à Dallas en novembre 1963. On peut aussi mettre dans cette catégorie, j'aime bien Thomas Sankara. Thomas Sankara, qui a été un ancien président de la Haute-Volta, qui allait devenir le Burkina Faso, qui avait une volonté d'unir une partie de l'Afrique, justement, qui était relativement, c'était un peu l'image, l'icône Che Guevara, mais en moins violent. Donc il voulait commencer avec le Burkina Faso, et après s'étendre à ses voisins et faire une sorte d'union africaine. Il avait théorisé tout ça. Il avait comme meilleur ami, ils ont commencé ensemble, Blaise Compaoré. Et en 1988, de mémoire, vous vérifierez si la date est fausse, en 1988, Blaise Compaoré fomente l'assassinat de Thomas Sankara, et Blaise Compaoré, quelques années après, devient président du Burkina Faso. On peut prendre l'image d'un artiste que j'aime bien, qui est Tupac. Tupac, qui est un chanteur qui est décédé en 1996 à 26 ans, et qui en plus a repris le nom de Tupac Amaru, ou Tupac Katari, qui était d'ancien révolutionnaire sud-américain face aux conquistadors. L'un des deux, Tupac Katari, le jour où il s'est fait écarteler, a eu cette phrase « Vous me tuez aujourd'hui, mais je reviendrai, je serai des millions ». Et Tupac Shakur, lui, est né ses parents étaient 2 membres des Black Panthers, donc un mouvement rebelle américain, et il a été, qui suivait les thèses de Martin Luther King ou Malcolm X, et qui a réussi, on a parlé de l'économie tout à l'heure, mais qui a réussi à monter un véritable empire financier grâce à sa musique, grâce à un producteur qui croyait en lui, grâce à un public, et lui voulait unifier tous les ghettos des États-Unis, mais intelligemment,
C'est un type à 26 ans, il était brillant, je vous le conseille en interview, puisque c'est vraiment bon. Il s'intéressait à tous les sujets, il était très curieux, il était très avide de politique, il voulait s'engager. Et donc lui avait cet empire financier, il voulait devenir le premier vrai président black américain. Et il a été tué en 96, donc pour sortir du combat de Mike Tyson. Tupac menaçait aussi l'hégémonie de l'Universal Music. Il y a des contre-pouvoirs politiques actuels. Et il y a eu Podemos, qui en Espagne, qui est né du mouvement Indignados. Podemos, c'est intéressant puisqu'ils n'ont pas été au pouvoir en Espagne, mais pendant 8 mois, l'Espagne n'a pas eu de gouvernement. Et les chiffres, pendant ces 8 mois de non-gouvernement, la croissance du PIB en Espagne, donc ces 8 derniers mois, c'était de 3,2% contre 2,7% de prévu, et le chômage est passé de 27 à 20%. Moins 7% de chômage. Et il y a le mouvement 5 étoiles en Italie, les Pegrio, lui avec moins de succès, Virginia Raggi, qui est actuellement maire de Rome. On revient sur l'Italie de Zaccio. Hein, oui, Clément VII, Paul III. Voilà, les fameux. Et donc elle n'a pas vraiment une grande réussite, il y a des affaires de corruption là encore. Occupy Wall Street, on parlait de Bernie Sanders tout à l'heure, qui aurait pu être une véritable alternative. Ça aurait été intéressant de le voir au pouvoir, plutôt que Donald Trump. Occupy Wall Street, Bernie Sanders était un héritier d'Occupy Wall Street. Il a été battu par Hillary Clinton, notamment avec les emails, les fameux emails d'Hillary Clinton, où maintenant la propagande médiatique, c'est de dire que ce sont les méchants hackers russes, compris les emails d'Hillary Clinton, sans s'intéresser à ce qu'il y a dans le contenu. C'est assez amusant, ce côté théorie du complot inversé. Quand ça arrange la population, donc vous ne posez pas de questions sur le 11 septembre ou autre, on a les réponses. Par contre, quand c'est les méchants hackers russes, là, là, il n'y a pas de complot, c'est vraiment les hackers russes. Ce qui est plus compliqué pour ceux qui sont dans la salle, qui connaissent un petit peu le hacking, c'est plus compliqué d'attaquer les États-Unis comme ça. Mais ça peut marcher. Ça peut marcher. La peur du méchant russe, ça a marché pendant la guerre froide, ça peut continuer à marcher. Il y a ça, il y a le fait que les gens ne sont pas forcément au courant de savoir comment ça se fait, comment on hack, Il y a aussi une méconnaissance des gens, du grand public sur les tenants et les aboutissants de comment on hack, comment on piste un hacker, etc. Oui, par contre, dans le milieu du hack, puisqu'on revient un petit peu là-dessus, il y a quand même ce côté que moi j'aime bien, c'est un peu le côté logiciel libre, open source, le côté entraide, qu'il n'y a pas énormément qu'on ne retrouve pas dans tous les autres domaines de la société, dans tous les autres secteurs d'activité. Et c'est vrai qu'il y a le côté communautaire, il y a le côté même si au début, forcément, on connaît rien, ouais, mais après, si on a envie de s'intéresser et de progresser, il y a énormément de personnes qui vont aider, qui vont apprendre à monter un Linux, qui vont apprendre à jouer avec certains outils, qui vont apprendre les différences de réseau, qui vont apprendre les techniques. Ça, c'est encore quelque chose qui est très, très, très accessible, mais il y a aussi, pour les gens qui diraient le côté des méchants russes, de toujours se renseigner et d'aller faire la démarche ça marche pour le hacking, mais ça peut marcher pour autre chose, de s'instruire et de connaître, de savoir de quoi on parle. Pour le hacking et Hillary Clinton, il faut savoir qu'en 1995, lorsque Julian Assange a publié la vidéo du soldat qui tue un civil en Irak, il a publié non seulement cette vidéo et des fuites sur le gouvernement américain qui avait fiché tous les membres de l'ONU, les logins, l'ADN et les mots de passe, et donc qui savait à peu près tout ce qui se passait chez les membres de l'ONU. Pour la première guerre du Golfe. Exactement, tout à fait. En 1995, la secrétaire d'État était Hillary Clinton. Donc ils connaissaient déjà Julian Assange. C'est pas Julian Assange c'est un hasard. Qui est apparu. Ou alors c'est un hasard. Sans doute, le bénéfice du doute, on va le laisser. Et pour la philosophie, on lance là-dessus, la philosophie du hacking des hackers. Alors déjà, le hacker, il faut savoir qu'à l'origine, c'est bidouiller, c'est simplement faire un logiciel, faire même du matériel, le faire progresser, faire des lignes de code ensemble, ça c'est la philosophie open source, ou seul, si on fait tout seul. Et regarder ce qu'il y a sous le capot. Exactement. Alors que les premiers pirates
informatique. Il y avait effectivement, ils avaient pour pseudo donc Mandax, Trax, Electron, Prime Suspect. C'était des gens qui étaient soit australiens, soit anglais. Anglais, c'est Gandalf et il y avait Gandalf, un des deux. Non. Et donc ils commençaient par s'infiltrer dans les réseaux télécoms. Ça pouvait être AT&T aux États-Unis, Nortel au Canada ou OTC en Australie. Il y avait ce côté challenge, et tous ces gens-là avaient au maximum 24 ans. Et ils n'avaient pas plus de 24 ans, ils avaient le côté contre les antimilitaristes, contre les interventions, d'où l'Irak en 1995, et aussi le côté antinucléaire, dans le sens où le premier acte de piratage notoire, c'est en 1989 le réseau de la NASA qui a été piraté par, on ne sait toujours pas qui. Et pourquoi? Parce que le réacteur du satellite qui devait être envoyé utilisait l'énergie nucléaire et que les gens, les pirates de l'époque, étaient anti-nucléaires. Donc ils ont piraté comme ça empêché le lancement de Galileo, parce que c'était son nom, qui finalement, pour la petite histoire, le nom des satellites de la mission européenne qui fait comme les GPS, mais pour l'Europe. C'est quand même une réussite européenne, c'est un petit peu positif, sinon lancement, donc il y a quand même une petite réussite européenne, on l'a. Et donc c'était comme ça que le premier coup d'éclat ce qu'on appelle maintenant les hackers, mais des premiers pirates informatiques, c'était le piratage de la NASA. Et ensuite il y a eu un jeu du chat et la souris entre les pirates informatiques qui pour certains étaient donc australiens. C'est Assange, l'Australien? Oui, alors il y avait Assange, mais il n'y avait pas que lui. Justement, Trax était aussi australien, et c'était 3. Mais j'ai juste le pseudo. On va quand même continuer sur les contre-pouvoirs qui remplacent les lanceurs d'alerte. Ça, c'est important. Les lanceurs d'alerte qui remplacent les médias. Parce que normalement, les médias doivent être un contre-pouvoir s'ils ne s'auto-censuraient pas. Et on revient au départ de mon propos avec l'autocensure et la tyrannie, non plus par l'exécution, mais la tyrannie, l'autocensure par la personne elle-même. Quand on a comme patron Bolloré, Patrick Drahi, Lagardère, on ne va pas publier un article contre son propre patron. Donc ce sont des lanceurs d'alerte. Il y a Antoine Deltour, l'affaire LuxLeaks, il y a Irène Frachon, le Mediator, Stéphanie Gibault, j'en ai parlé tout à l'heure, scandale UBS, Yasmine Motargemi de Nestlé. Donc toutes ces personnes ont un point commun, c'est que ce sont elles qui ont lancé l'alerte, qui ont repéré un dysfonctionnement, et l'ont fait souvent pour des motivations vraiment nobles. Et le point commun entre tous ces lanceurs d'alerte, c'est que ce sont eux donc qui sont menacés, donc on a parlé de Julian Assange, il est en exil. Il y a aussi ce côté, alors ça c'est pas vraiment un contre-pouvoir, mais le côté mépris et le côté autosatisfaction de ces élites, qui pour le coup pourra après générer un contre-pouvoir, parce qu'à force de taper, à force de mépriser autant l'adversaire, la population, les citoyens, on a l'effet Poutine. C'est-à-dire que l'effet Poutine, c'est que Vladimir Poutine vient de l'URSS, il a vu comment l'Occident a méprisé l'URSS à l'époque où lui était plus jeune. Il en a gardé une certaine rancœur, et finalement, ils ne vont pas tous devenir des Vladimir Poutine, mais Vladimir Poutine est l'homme fort de l'année 2016. Il faut se méfier du côté mépriser les populations, et on le voit encore, et dans la tyrannie exercée par les gouvernements occidentaux actuels, et aussi par le mépris affiché par ces mêmes gouvernements OP quand ils vont bombarder d'autres civilisations, comme si derrière on bombarde et derrière on ne construit pas. On bombarde l'Irak, on ne construit pas. On bombarde la Syrie, le Yémen, on ne construit pas. Il n'y a rien derrière, on met un homme fantôme à la tête, on ne reconstruit pas. Donc ce mépris peut être vecteur et foyer d'insurrection ou de révolution plus violente. Le vote blanc, ça va être assez rapide, puisque ça aurait pu être une solution. Si le vote blanc était comptabilisé, comme l'abstention était comptabilisée, Philippe Pasco, dont on a parlé tout à l'heure, avait commencé une première pétition pour faire que le vote blanc soit comptabilisé et qu'on oblige les gens à voter. C'était un peu le bâton et la carotte. Sauf que si le vote blanc est comptabilisé, là, les gouvernements qu'on voit actuellement, c'est la porte au prochain vote. Ils savent très bien que, imaginons, on dit si 50% de personnes votent blanc, on change de gouvernement. Là, pour le coup, il y a 50% des citoyens qui vont voter blanc.
donc c'est trop dangereux pour eux pour qu'ils le mettent en place. Le référendum, il n'y en a pas dans la salle, mais pour ceux qui sont nés après 2005, ils n'en ont jamais vu en France. En Suisse, c'est obligatoire. Et d'ailleurs ça marche très bien, ça fonctionne très bien. C'est des débats d'idées. Pour le coup, il y a le revenu universel qui est un peu le cheval de bataille à la mode du Parti socialiste. Le revenu universel, ça a été débattu en Suisse l'année dernière. 30% ont voté pour, 70% ont voté contre. Et les arguments étaient béton contre le revenu universel, mais qu'effectivement le revenu universel n'est pas une solution. Désolé de nous avoir. On parlait de mépris tout à l'heure et de cynisme. Le référendum en 2005, donc les gens ont voté contre la Constitution européenne, est finalement signé en 2007. Donc quand on ne tient pas on ne prend pas l'avis des populations en compte, finalement autant de pas en faire. Quand on en fait en Europe, ça se cristallise pour ou contre la personne qui le met, c'est-à-dire à part en Suisse, pour ou contre la personne qui le met en œuvre, alors que ça doit être un débat d'idées. Le référendum, à la base, c'est ça. Pour l'instant, la seule manière de faire participer la population, c'est de faire voter les gens une ou deux fois par an, et après, rester tranquillement, regarder BFM TV, ou TF1. Contre-pouvoir, je pense qu'on pourrait mettre aussi manifestation, c'est-à-dire, la masse. Ou quelque part, dans une société, quand on est contre, une société dans laquelle on travaille, industrielle, bancaire ou autre, quelque part faire une manifestation, j'ai plus envie de travailler dans cette société. Et si la majeure partie des salariés ne travaillent plus, que se passe-t-il pour la société en question? Et de propager dans les différentes entités, industrielles, bancaires et ainsi de suite. Ça pourrait, quelque part, être un départ pour paralyser le système, entre guillemets, actuel qui ne fonctionne pas. C'est bien, ça va faire C'est radical. C'est la radicalité. Non, mais on va encore un petit peu aborder le côté collectif dans les solutions. Mais le chapitre va très bien vu. Non, alors la manifestation, oui, mais alors la manifestation, lesquelles le tour du port le tour du port de l'Arsenal, comme on l'a vu. Ah non. L'ennui, c'est ça, c'est que pour faire une manifestation, déjà, il faudrait que ce soit une manifestation de la société, dont certaines personnes qui viennent du privé, puisque les manifestations qu'on voit, c'est souvent des fonctionnaires qui peuvent, puisqu'il y a rétribution quand ils peuvent manifester, enfin ils peuvent avoir ce droit à manifester que n'ont pas les pouvoirs financiers. Pouvoirs financiers, oui, ils sont syndiqués, ils sont protégés, ils ne risquent pas d'être virés. Donc une manifestation, des solutions violentes, c'est pas des solutions à évacuer dans le sens où elles existent, elles font partie de toutes les hypothèses. Maintenant, une solution violente ou une manifestation, ça n'a jamais amélioré les choses sur du long terme, puisque souvent, ça vient derrière, on a ce qu'on peut appeler un despote éclairé, ce qu'on peut appeler un tyran. On a un nouveau tyran qui, comme après Lorenzaccio, c'est un nouveau tyran qui prend la place du... Comme Ier de Médicis, qui est proclamé duc de Florence, alors que Lorenzo souhaitait passer à autre chose. Tout ce qui, à une république. Ouais, exactement. Par contre, dans ce qui est financier, il y a quand même effectivement une solution qui est assez intéressante à étudier. C'est l'activisme, mais activisme dans le sens activisme financier qui se fait aux États-Unis. Ça a été commencé par Greenpeace, qui en 2001 avait les possibilités financières de rentrer au conseil d'administration de Shell, les sœurs. Ils l'ont fait, et du coup, ils avaient un pouvoir d'administration et de décision. Ils sont infiltrés grâce à l'argent au conseil d'administration d'une grande entreprise. Ça se fait aussi avec l'entreprise, c'est Dupont, une entreprise de la finance, voilà, Nelson Peltz. Voilà. Nelson Peltz, qui est un milliardaire, il y en a aux États-Unis, ça se fait de plus en plus, où des milliardaires viennent au conseil d'administration des sociétés, et ça fait peur. Ça, pour le coup, c'est un moyen de pression. En 86, il y avait la manifestation, la loi de Vaquet sur l'école publique privée, et 1,6 million de personnes sont descendues. Donc le sujet peut trouver, peut-être, des sujets qui feront descendre les gens dans la rue. Alors je dis bien, pas de violence. Pourquoi on n'est pas capable aujourd'hui de faire des manifestations similaires? Parce qu'il y a rupture. Il y en a eu il y a eu 2 millions de manifestants pour la manif pour tous.
après le mariage gay. Oui, mais ça, c'est un sujet mineur. Ah bah d'accord, mais il y a eu 2 millions de personnes qui ont manifesté. Et finalement, le mariage gay a été adopté. Peut-être parce que Platon disait que le citoyen, et la tyrannie existe parce que le citoyen la veut, l'aime et est tranquille avec elle. Parce que, justement, il n'y aurait pas une piste de compréhension avec ça. Donc c'est Platon, certes, il y a un petit moment, mais effectivement, tout ça pose question. Pourquoi les lanceurs d'alerte ne sont pas plus soutenus, valorisés, mais pas par les médias, mais par les citoyens? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de manifestations, effectivement? On est dans une société extrêmement individualiste en Occident. Par exemple, des gens qui sont assez âgés vont se dire, bon, moi le réchauffement climatique, je m'en fiche, je suis mort dans 10 ans, et le réchauffement climatique, grâce à ça, je peux voir des filles qui s'habillent de manière plus courte. Philippe Pasco a fait sa pétition, c'est une simple pétition, pour que les élus soient obligés de présenter un casier judiciaire B2, B3 vierge pour être élus. Et il y a 150 000 personnes qui ont signé, c'est bien, mais c'est pas beaucoup. Donc pourtant, ça c'est la base. Et c'est relayé sur les médias. Philippe Pasco, c'est quand même 100 000 ventes de livres, c'est 2-3 millions de vues. Et donc il y a des gens qui s'investissent, et malgré tout, la masse suit. Ils ne connaissent pas autre chose. Alors que s'il n'y avait pas les aides sociales, ceux qui n'ont plus rien, ceux qui n'ont pas de travail, ils seraient obligés de vivre autrement, dans les montagnes, en autarcie, ce qui ne se fait pas actuellement par les aides sociales. Non, ça oui, ça je suis d'accord, ça soulève un autre problème, entre guillemets. C'est dans le sens, est-ce que l'homme a vraiment besoin d'être au pied du mur et d'être quasiment mort pour réagir? Ou dans le mur pour réagir? Et ça c'est un... Bon, moi j'espère que non, mais ça c'est un petit... quelque chose qui est regrettable, au moins dans le monde occidental actuel, c'est de ne pas anticiper. Alors, déjà, de base, l'être humain anticipe à 10, 15 jours avant, donc, mais de ne pas anticiper et de ne pas réagir, de ne pas penser à tout ça, de ne pas penser aux problèmes avant qu'ils arrivent, sachant que, d'après Denis Meadows, l'être humain est une espèce lâche qui, lorsqu'il voit un obstacle, il ne cherche pas à le surmonter, soit il revient d'une les parties, soit il cherche à le contourner, mais pas à le surmonter. Donc, est-ce qu'on sera condamné à toujours avoir ces mêmes réflexes de l'espèce humaine? Moi, personnellement, je pense que non, parce qu'il y aura des évolutions, peut-être, d'autres évolutions qui vont faire que ça sera plus du tout les mêmes réflexions. Mais actuellement, on en est là, par contre. Actuellement, on en est là, obligé d'attendre le RSA, de tomber en dessous pour réagir. On réagit quand on est en dessous. On part directement sur les solutions évolution. Ok, donc les solutions, on a parlé un peu des solutions, elles doivent être collectives si elles veulent être frappantes. Les premières solutions, c'est des solutions de base, c'est douter, c'est décrypter tous les discours, ce qu'on entend, ne pas s'abrutir devant les médias, ne pas croire à la bonne parole politique, toujours remettre en question, même ce que je suis en train de vous dire, remettez-le en question, toujours vérifier les promesses, les bilans, décrypter les discours, ça c'est, je dirais, la base. Ensuite, pourquoi on a maintenant plus de possibilités de le faire qu'à l'époque de Lorenzaccio justement ou d'Alfred de Musset, c'est qu'à l'époque la connaissance, le savoir et les carrières scientifiques, militaires, littéraires étaient réservées à une certaine élite. Maintenant, avec l'avènement d'Internet, qui est le même type de révolution que ce qu'ont connu les contemporains de Gutenberg avec l'imprimerie, le savoir et la communication est accessible à tous. Donc maintenant, si on veut évoluer intellectuellement, c'est facile. Il y a des livres, il y a des tutoriels en ligne, il y a des gens avec qui on peut échanger, il faut choisir les gens avec qui on échange. Il faut effectivement toujours parler à tout le monde. C'est-à-dire que même si quelqu'un se dit ouais, non, lui il est extrémiste, il est d'extrême droite ou d'extrême... Non, je lui parle pas. Non, on comprend, parce que comprendre, c'est expliquer, mais c'est pas forcément cautionner ou pardonner, même si, et ça c'est révélateur du gouvernement, pour Manuel Valls,
comprendre et expliquer, il ne faut pas le faire. Faut pas le faire. Le djihad, c'est mal, mais on ne cherche pas à comprendre ni à expliquer. Parce que si on explique, on cautionne, et si on cautionne, on pardonne, et on pardonne, on devient djihadiste. Donc ça, c'est le logiciel gouvernemental actuel. On a vu avec aucun gouvernement, on a vu en Espagne ce que ça donnait. Moi, je pense aussi à un changement de valeur. Un changement de valeur, c'est assez important, puisque autant on identifie les stars du foot, on identifie des chanteurs ou des acteurs qui peuvent être identifiables quand ils ont un message à faire passer, mais actuellement c'est pas trop le cas. Et derrière, personne ne connaît Cédric Villani ou Étienne Klein, qui sont des scientifiques, des mathématiciens. Étienne Klein qui vulgarise justement la science, qui fait beaucoup de conférences, et qui est un philosophe scientifique ses travaux portent sur le temps, beaucoup sur le temps, la physique quantique qui est un des domaines à étudier. On parle des domaines du futur, parce que si on parle solution c'est futur, c'est la physique quantique, ce sont les nanotechnologies, c'est aussi les nouvelles énergies. Donc pourquoi, ça pour le coup c'est quand même assez facile, pourquoi quand un gouvernement se dit bon, je vais essayer avec les nouvelles technologies, il met en place, on va dire, 12 000 éoliennes, il dit ouais ça marche pas, sauf que ce qu'il lui tire, ça s'est passé en France, c'est qu'il oublie d'en brancher la moitié. Forcément, si la moitié des éoliennes ne sont pas branchées, elles ne vont pas marcher. Mais on a ça. On a ça au pouvoir. Donc, c'est vraiment changer ce système de valeurs, parce que maintenant, si une civilisation, on va dire une civilisation supérieure, on vient voir, visiter les lieux communs de l'Occident, là où nous, quand on va dans d'autres pays, ou voir l'histoire, on voit des châteaux forts, des églises, la civilisation, elle viendra, qu'est-ce qu'elle verra de beau, c'est vrai que c'est joli, c'est des centres commerciaux. Ce qui est révélateur de notre époque, ce sont les centres commerciaux. On s'y sent bien, on consomme, on est bien, on va au cinéma, on mange, etc. Recherche architecturale. Recherche architecturale magnifique, parce que c'est vrai que c'est beau, on est bien. Il n'y a rien à dire, centres commerciaux et les stades pour garder le fameux panel circenses, donner l'heure du pain et des jeux, qui était en vigueur à Rome il y a quelques millénaires d'années. À l'époque, voilà, avant dans Alsace cette fois, en Italie, c'était avant avec le Coliseum, et on voit qu'en 2000 ans, ça n'a pas énormément changé. Ce qui est intéressant, c'est pour l'anecdote, c'est que le stade, c'est que les 4 clubs de foot phares de Ligue 1 sont repris Lyon par la Chine, Qatar PSG, Marseille les États-Unis et Monaco par la Russie. On voit les 4 gros blocs actuels qui s'affrontent en Ligue 1. Ça, c'est pour l'anecdote. Les moyens financiers sont là, puisque l'argent est virtuel. L'argent n'existe pas, donc on peut le donner. Sauf que dans le sport, c'est plus facile de faire un blanchiment d'argent, trafic d'armes, corruption. C'est plus facile. Alors que dans la recherche, non, parce que la recherche, ça donne des résultats, et ça intéresse moins les gens qui ont cet argent, et c'est dommage. Ou alors c'est de la recherche, et on va y aller. La Californie a eu sa solution, qui est très rentable, c'est les GAFA, entre autres, c'est la Silicon Valley. Il me semble que c'était quelqu'un de chez Microsoft qui disait nous, on peut faire ça, on va le faire, mais sans rien attendre de ce gouvernement qui pour nous est usé, vieux, fatigué et déjà mort. Et ils ont mis en place les GAFA. Les GAFA actuellement, c'est Google, Apple, Facebook et Amazon, les quatre plus grosses entreprises des nouvelles technologies, si on veut. Ça serait, si c'était un pays, ça serait le 26e pays le plus riche dans le monde, juste devant la Thaïlande et derrière la Belgique, quand la France est 6e. Juste ces 4-là. Et si la Californie était un pays, il serait juste devant la France, 5e. Donc il y a des solutions technologiques. Par contre, il y a des menaces dans le sens où ce sont des gens qui ont des envies scientifiques, qui font de la recherche, qui développent des choses dont on n'a même pas conscience, le clonage humain, donc ça va quand même très loin. Sauf que aucune vérification, eux ils ont acheté une partie de la Californie, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre police, leurs propres journalistes si on veut, leurs propres lanceurs d'alerte. Et derrière, ils sont tranquilles, le gouvernement américain les laisse faire ce qu'ils veulent. C'est Google Maps, donc c'est pas Google Maps qui va mapper si jamais il y a des données sensibles. Ils ne vont pas s'auto-mapper. Donc eux
c'est un cas de conscience philosophique, ils font évoluer l'espèce humaine, ça c'est vrai. Qu'est-ce que ça va donner? On peut y réfléchir, on peut leur poser la question, c'est pas sûr qu'ils répondent. Mais en tout cas, il y a cette solution qui bypasse les gouvernements. Cette solution existe déjà. La Silicon Valley, il y a l'argent, il y a les moyens, il y a la technologie. Donc il y a ces solutions, il y a cette solution. Il y a effectivement la solution politique, cette fois. On va revenir sur quelque chose d'un peu plus terre à terre, qui est un système qui est mis par Terry Bouricius. Terry Bouricius, qui est un homme politique qui vient du Vermont, comme Bernie Sanders, et qui lui a mis en place quatre sortes de conseils, 4 conseils différents qui, chacun leur tour, ont leur utilité. Donc le premier, c'est le conseil de définition des priorités. Les membres seraient tirés au sort. Les membres seraient tirés au sort parmi des volontaires. S'il y a suffisamment de questions sur un thème, le thème est traité et passe en deuxième phase, les panels d'intérêt. Là, cette fois, il peut y avoir des lobbies, il peut y avoir des petits groupes de 12 citoyens qui suggèrent une proposition de loi en rapport avec ce thème, qui, eux, proposent volontairement leur service. Ils ne se connaissent pas, il n'y a pas d'influence. Et une fois qu'ils ont terminé leur petite réflexion, ils vaquent à leurs occupations. Tout ça, c'est mis en pratique ou c'est simplement théorique, simplement théorique. Troisièmement, un panel d'examen, un par domaine politique. Donc lui fait un travail intermédiaire, ça veut dire c'est pas lui qui va voter les lois, mais c'est lui qui élabore les textes, c'est des spécialistes qui sont 150, et chaque année, 50 de ces 150 seraient renouvelés par tranche de 50. Une fois que la loi est fabriquée, quatrième, conseil de réglementation, quatrième, le jury des politiques. Conseil de réglementation, c'est autre chose. Jury des politiques qui lui examine. Il n'y a pas de membre permanent, c'est un jury qui implique, alors je crois que c'est 400 citoyens qui sont tirés au sort, le temps de l'examen de la loi qu'on a déjà travaillée. Donc il y aura un exposé par des gens qui sont pour et des gens qui sont contre, il y aura un exposé de pourquoi cette loi serait bien, etc. Et c'est ces 400 personnes qu'on tire au sort qui effectivement voteront pour ou contre l'établissement de la loi. Ces organes sont surveillés par deux autres organes, un qui conçoit les procédures des tirages au sort, et l'autre qui s'assure de la bonne réglementation et du bon fonctionnement de ce système. Alors, c'est pas un système magique, par contre c'est une bonne base de travail. Souvent on entend la solution c'est le tirage au sort, mais si on tire au sort tous les gens du Sénat, il y en a 50 là, on en a 50 qui travaillent, 348 qui ne travaillent pas. Pourquoi les 348 qui seraient tirés au sort, il n'y en aurait pas 50 qui travailleraient et 298 qui ne travailleraient pas. Donc non, pour le Sénat, c'est repasser à... Une des solutions serait de passer à 100 sénateurs pour créer une certaine émulation, ceux qui ne servent à rien, on les vient. Pourquoi le tirage au sort, ou pourquoi ce Terry Bouricius ou autre, c'est que ça impliquerait des citoyens. Là, on a quand même certaines phases, une partie qui est impliquée, d'autres parties qui sont seulement tirées au sort, et ça donnerait beaucoup plus d'air à une démocratie, on en a parlé tout à l'heure, qui, pour le coup, ronfle un peu sur elle-même, et s'endort, et devient, et sans le renfermer. On a abordé le sujet d'un système plus égalitaire, dans le sens où ce seront les compétences qui primeraient, et non plus simplement le côté direction, le côté on dirige, on a plein de managers, mais par contre plus personne ne sait quoi faire. C'est un peu le syndrome Facebook France. C'est que Facebook France est dirigé par Laurent Soli, là où on aurait pu mettre une personne qui vient de l'IPTA ou de l'école des mines. Non, on a mis Laurent Soli, qui est l'ancien directeur de campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, qui a fait le classique Sciences Po ENA et qui se retrouve à diriger Facebook France sans rien connaître en informatique de particulier. Donc c'est vraiment remettre les compétences et le savoir-faire au centre du débat et valoriser ces compétences, ne pas simplement valoriser les discussions, la communication, le marketing. Ensuite, voilà, d'autres solutions. Oui, alors s'intéresser aux énergies renouvelables, effectivement, biomasse, biogaz, traitement des déchets. Là, il y a des spécialistes, il y a des scientifiques qui planchent sur le sujet, et souvent on nous explique, ouais, mais par contre, c'est bien les éoliennes, mais on a une société
qui consomment de l'électricité, le nucléaire c'est pas cher. Donc on est quand même, on verra ça plus tard, si vraiment il y a un réchauffement, si vraiment la France diminue de moitié, peut-être que là on va peut-être commencer avec des éoliennes ou des marées. Mais ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'État a été autorisé à redonner 4,5 milliards d'euros à Areva, donc le nucléaire coûte aussi de l'argent. Et si on branchait par exemple les éoliennes, on pourrait savoir ce que coûte vraiment l'énergie renouvelable. Donc il y a des, pour le coup, là c'est simplement des volontés politiques, ça va pas plus loin, ce sont simplement des volontés politiques à mettre en place et prendre en considération future. C'est pas du tout à l'ordre du jour, c'est pas du tout le but des hommes politiques, puisque leur but c'est de gagner les élections pour eux continuer à régner sur leur petit monde et leur petit royaume. Le bien commun et le bon sens, c'est pas leur préoccupation, mais il y a un moment où il va falloir s'y mettre. Il va falloir penser aussi avec la planète. Ça c'est un chiffre que tout le monde connaît, mais au mois d'août, à partir du 8 ou du 10 août, l'espèce humaine a déjà utilisé toutes les ressources possibles. Donc au 8 août, on a déjà utilisé une Terre, en gros. 8 août de chaque année? Ouais, ça se rapproche. Donc là, ça va être sans doute le premier. Ça diminue. Merci Oui. Florimond. Pour Oui. conclure, est-ce que tu peux nous présenter quelques livres, par exemple, Effectivement. qui ont été tes livres de chevet pour constituer cette conférence? Oui, alors 4 livres, une petite bibliographie rapide pour ceux que ça intéresse. Le premier, c'est Civilisation de Niall Ferguson. Celui-là, je le conseille puisque c'est le livre qui explique comment les applications occidentales ont réussi à prendre le pouvoir sur le reste du monde. C'est très très intéressant. Donc on a ces 6 applications qui sont la concurrence, science, propriété, médecine, consommation et travail. Et il y a un développement historique, il y a une recherche historique. Et quand on sort de ce livre-là, qui est sans doute actuellement mon livre préféré, on comprend très facilement le mécanisme du monde actuel, de la société, des civilisations. Ça n'a plus vraiment de secret pour vous. Deuxième livre, le livre noir de la CIA, puisque je ne pouvais pas balancer les dates comme ça sans être sûr de mon coup. Donc toutes les dates que vous avez retrouvées et plein d'autres sont présentes. C'est des dossiers d'archives, c'est des personnalités qui ont été évincées, les personnalités qui ont participé. On voit parfois aussi que la CIA, on a le côté de la CIA toute puissance, mais parfois ça s'est joué à très peu pour qu'ils arrivent à leur but. Alors, parfois ils n'y arrivent pas, mais on a comme ça jusqu'à 2003 les archives déclassifiées, ce qui est assez intéressant, les archives déclassifiées de la CIA, donc le livre noir de la CIA de Yvonique de Noël et Gordon Thomas. Le troisième, c'est Capitalisme, désir et servitude de Frédéric Lordon, qui parle il s'appuie sur Spinoza et Marx pour expliquer comment le désir, le conatus de l'être humain se fait pour ce désir et ce côté presque cette foi en l'argent, en son travail par rapport à d'autres valeurs, comment ça germe chez l'être humain, chez tout être humain occidental, et toujours les classes sociales de Marx qui sont encore d'actualité. Alors, il explique un peu le lien entre chacune, et en même temps se réfère beaucoup à Spinoza pour le désir inhérent à chaque être humain pour son travail et son salaire. Et le dernier, c'est L'État voyou de Caroline Brun et Marie-Christine Tabet, une ancienne fonctionnaire et une journaliste, et qui là reprend énormément d'affaires, une vingtaine d'affaires d'État où on a vu que l'État français, où l'État, je crois que l'épisode des éoliennes, c'est dans ce livre-là, et où l'État n'a pas fait son travail. Il y a aussi le logiciel Chorus, qui était le logiciel pour paiement des militaires, qui n'a finalement jamais fonctionné. Certains militaires se sont même suicidés, puisqu'il n'y avait plus de salaire pendant un an, 2 ans. Et parfois c'est quand même assez aberrant et assez édifiant. Merci. Je vous remercie. Merci Florimond.
contrôle, enfin les solutions possibles, moi j'en vois une qui est fondamentale, c'est l'éducation. L'éducation qu'on donne à nos enfants. L'éducation nationale a quelque chose d'énorme à faire aujourd'hui. Je pense que c'est vrai, j'ai oublié, je ne l'ai pas assez dit, mais l'éducation est et avec l'instruction et le développement de l'intelligence, est effectivement des fondements. Oui. Vous avez parlé d'une démocratie endormie. Vous êtes la preuve que la démocratie n'est pas endormie. Donc, merci. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme vous à travers le monde qui ne sont pas donc sur ce point. Je suis assez rassuré. Même s'il y a des gens qui auraient peut-être besoin de tyrannie, il y a plus de gens qui ont besoin de démocratie et elle est tout à fait vivante. Pour ce qui est des solutions, il y a quelques pistes. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui parlait de la finance. Oui, ça manque un peu à la fin parce que je crois qu'il y a énormément de chercheurs qui l'ont vu. Quand on voit que 30% des transactions financières aujourd'hui se font en 1 millième de seconde, on voit bien que ça échappe à la réflexion humaine. Donc le système financier, tout simplement, et ça a été vraiment démontré, il faut le défaire. Il ne peut pas fonctionner comme ça. Mon fils est trader à Hong Kong. Ça, c'est simplement une réalité. Monsieur l'a très bien expliqué. Et on a même des démonstrations, des chiffres. Il faut, si on continue avec ce système-là, à millième de seconde, on ne pourra jamais prendre de décision. Donc ça nous échappe. Ça échappe à l'humain, donc c'est pas possible. Malheureusement, pour ce qui est régulation économique, on voit avec l'arrivée de Donald Trump. Là, je suis pour l'instant assez. Non, mais comme dirait Obama, c'est juste une petite pause parce que on se reverra, mais avec ce système-là, ça ne débouchera pas. C'est pas la solution pour l'être humain. Même Barack Obama n'a pas régulé. Non, je dis pas ça. Peut-être que Barack Obama ne l'a pas régulé tout simplement parce qu'il n'a pas pu. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. La mondialisation, quelque chose que vous n'avez pas tout à fait abordé, est extrêmement complexe et quelle que soit la solution, elle n'est pas simple, mais elle démarrera, comme l'a dit monsieur, par au moins toucher un petit peu au système de finances. Tant qu'on gardera ça et que tout cet argent passe comme ça n'ira pas. Mais souvent les lois existent, et les lois existent, c'est une régulation, et derrière, le système économique financier s'adapte et crée des nouveaux paradis fiscaux, des nouveaux montages financiers, des nouveaux prête-noms. Voilà. Donc il y a toujours cette course, finalement, entre le monde de la finance qui pour l'instant domine le monde, et le régulateur. Cette course peut être freinée avec Donald Trump. La solution, effectivement, une solution, c'est de vraiment réguler ou de donner une sorte de justice financière ou d'empêcher la spéculation. Ça, c'est ou de contrôler la spéculation. Là, je suis d'accord, c'est une solution. Par contre, même dans tyrannie ou démocratie, je vois pas pour l'instant un système qui vraiment s'attaquera à fond, à part John Fitzgerald Kennedy avait voulu en son temps, mais à vraiment s'attaquer à réguler et à avoir une économie, une finance qui soit régulée et juste et qui ait un sens, qui ne soit pas que virtualisée. Ça j'en sais rien, le comment on y arrivera, je ne sais pas, mais comme l'a dit monsieur, comme vous l'avez dit, tant qu'on restera dans ce système actuel, tout simplement ça n'est physiquement pas possible. Oui, physiquement, il faut y passer. Même au niveau des ressources. Exactement, on l'a bien expliqué. Puis après, il y a quand même des thématiques sur la pauvreté, sur la guerre que vous avez un peu abordé, mais qu'il faut attaquer de front parce que, par exemple, la guerre, les définitions ont aussi été faites aujourd'hui, c'est simplement un souverain, quel qu'il soit, qui a un peu de pouvoir, qui a un problème et qui n'a pas réussi à le résoudre. Donc il passe par la force. Voilà. Et qu'est-ce qu'on constate à toutes les guerres, c'est qu'au bout de la guerre, il n'a pas résolu son problème. Donc, une fois pour toutes, on pourrait démontrer que la guerre ne sert à rien, puisqu'elle est là pour résoudre un problème qu'elle n'a pas résolu, puisque par la force, et vous l'avez un peu abordé au début, la violence, ça se démontre depuis très longtemps, ça n'a jamais résolu le problème. Alors, là, on va finir sur... Oui, alors c'est vrai que dans l'idéal, il faut un monde pas violent. Je ne parle pas d'idéal, je parle de la réalité, moi. Justement, en réalité, la guerre a servi à l'espèce humaine, entre guillemets. Ça, je veux bien que vous me démontriez où est-ce que la guerre a résolu le problème en ayant identifié le problème. La prochaine conversation citoyenne, prévue peut-être en deux mots, là-dessus. Pourquoi la guerre? Pourquoi je prends cet exemple? C'est pas que je sois pour une déclaration de guerre, mais c'est que je prends l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, où au procès de Nuremberg,
il y avait d'un côté les soldats qui ont été jugés et qui ont été donc jugés, condamnés mort ou soldats nazis, condamnés mort ou emprisonnés, et de l'autre côté scientifiques et médecins qui ont été naturalisés américains ou russes suivant qui se partageaient le trésor de guerre nazi. Les fusées, les premières fusées américaines et russes, c'était des plans de scientifiques nazis qui ont pu mettre en place toute cette science, parce que en temps de guerre, on peut faire des essais faire des essais industriels, faire des essais sur des armes, faire des essais énergétiques, faire des essais sur des prototypes qu'on a développés. Là, on a vu l'apparition du drone par le biais des guerres. Donc l'autre question, c'est est-ce qu'on peut avoir cette même évolution technologique sans avoir besoin de guerre ?